Donc aujourd'hui, je vais te parler des objections de peur. Donc on le sait, dans le domaine des ventes, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a des objections de logistique, il y a des objections de peur. Puis beaucoup de vendeurs vont perdre leur vente quand vient le temps qu'il y a une objection de peur où est-ce que le client est accaparé de peur, puis là, bref, il n'est pas capable de décider, puis là, ils sont prêts à les aider dans cette zone-là. Et peut-être que toi, tu m'écoutes en ce moment, puis que c'est la première fois que tu entends parler d'objection de peur, bien, c'est vraiment important que tu écoutes ce podcast-là parce qu'il faut que tu comprennes cette mécanique-là, parce que c'est une mécanique qui est vraiment réelle. Puis je suis pas ici pour vous dire que ça n'existe pas puis que c'est pas un vrai phénomène. En fait, je vais vous expliquer comment composer avec puis comment travailler avec aujourd'hui. Essentiellement, aujourd'hui, on va focuser sur une chose en particulier, c'est qu'il y a 10 grandes peurs qui vont être présentes dans nos rencontres de vente avec les clients. Et ces peurs-là, je ne vais pas les adresser les 10 aujourd'hui, on va en adresser une, puis la plus populaire aujourd'hui, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais on va en adresser une aujourd'hui, celle qui est la plus fréquente dans la majorité des rencontres lorsque la peur se pointe le bout du nez. Et essentiellement, avant de rentrer dans comment travailler avec une objection de peur, je vais vous donner un petit peu de perspective sur la peur sans rentrer dans quelque chose de trop complexe puis trop lourd psychologiquement. On va juste rentrer dans comme qu'est-ce que c'est, puis un peu qu'est-ce qui est fait en ce moment, puis pourquoi est-ce que c'est un problème à l'heure actuelle. Fait qu'essentiellement, je vais juste vous le dire comme ça sans rentrer dans de la grande profondeur, mais essentiellement, je préfère vous le dire, de dire qu'on a des objections de logistique ou de dire qu'on a des objections de peur ou d'incertitude qui sont pas mal les trois grandes catégories, puis souvent, il y en a même une quatrième qui est le smoke screen qu'on peut rajouter à ça. Donc souvent, ils vont être cartographiés dans 4 catégories, les objections qu'on va avoir. De dire que les objections de peur, c'est une catégorie, à mon avis, à moi, c'est vraiment une erreur fondamentale de compréhension de qu'est-ce que c'est une objection, parce qu'une vraie objection, donc parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dans vos rencontres qui sonnent comme des objections, mais qui ne sont vraiment pas des objections. Puis ça, c'est la majorité de ce qu'on voit dans les rencontres de vente. Mais lorsque vous avez une vraie objection, une vraie de vraie, là, parce que moi, ce que j'explique souvent aux gens, c'est vos rencontres de vente devraient avoir moins de 5 % d'objections tardives, mais le 5 % qui reste, là, pas souvent, il va toujours avoir de la peur là-dedans. Littéralement 100 % du temps. Donc, comprenez-le bien. Mais la peur, c'est pas une catégorie. Si vous avez une vraie objection, la peur est toujours présente dans la mécanique subconsciente de comment est-ce que ça prend vie une objection dans le subconscient. Ça va être un autre podcast. Je vais vous l'expliquer plus en profondeur si vous êtes ce genre de personne-là qui aimait ça. Mais pour le moment, comprenez juste que quand vous avez une vraie objection, la peur est en arrière, puis c'est une des 10 sortes de peurs, les 10 catégories de peur qu'il peut avoir. Donc, la peur est présente, puis ça va toujours faire partie intégrante de notre travail. Donc, si ça fait toujours partie intégrante de notre travail, puis si ça l'empêche les gens, la peur de passer à l'action puis de prendre une décision, puis que ça va reporter même leur décision dans le temps, je pense que ce serait quelque chose de vraiment important qu'on apprenne à travailler avec, puis à composer avec, puis devenir excellent avec ça, parce que ça fait quand même partie prenante de notre travail. Essentiellement, je préfère vous le dire comme ça, mais la peur, c'est pas un problème dans une rencontre de vente. En fait, c'est la chose la plus normale dans une décision quand une décision est importante pour nous. Donc, plus la décision est importante pour nous, plus la peur va prendre vie à travers tout ça dans ce processus-là. Fait que je préfère le dire tout de suite, mais la peur, c'est extrêmement normal. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose que vous devriez pas vouloir avoir dans vos rencontres. Non, c'est normal. Si le client devant vous prend une décision qui est vraiment importante, qui a beaucoup de trade-off, donc d'enjeux dans sa vie, s'il dit oui à ça aujourd'hui, la peur va être en arrière de ça, c'est vraiment normal, c'est biologique, c'est naturel. Donc la peur, premièrement, juste, il faut vraiment bien le comprendre, mais c'est simplement un système d'alerte biologique. Donc une peur, quand ça prend vie chez vous, peu importe, là, pas nécessairement dans un contexte de vente, mais une peur, c'est tout simplement un signal où est-ce que ton subconscient t'envoie un petit signal qui te dit il y a quelque chose de vraiment important qui se passe ici, prête attention à ça. C'est juste ça, c'est un signal, la peur. Donc c'est un système d'alerte biologique, fait qu'on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas l'éviter, c'est présent, puis ça va toujours faire partie de nos rencontres de vente. Et le problème avec ça, donc le vrai problème en ce moment avec ça dans le domaine des ventes, comment est-ce que la peur s'est enseignée puis comment on enseigne de dealer avec la peur quand il y a une objection, peu importe, c'est que les vendeurs vont être dans un endroit où est-ce qu'ils vont essayer d'éliminer la peur complètement de la rencontre ou la noyer artificiellement dans un paquet de choses que je vais vous expliquer dans 2 secondes, mais c'est souvent ça l'approche qui est enseignée à l'heure actuelle. Fait qu'on soit on élimine la peur, on l'enlève de l'équation pour qu'une décision soit prise ou on la noie dans un spectre d'émotions artificielles, encore une fois, pour qu'une décision soit prise pour arriver à notre fin d'avoir une vente avec le client. Et comment est-ce que c'est fait? C'est quoi les pratiques qui sont enseignées à l'heure actuelle par rapport à ça? C'est des choses que vous avez sûrement déjà vues, entendues ou peut-être même été coaché là-dessus. Mais on va parler d'analogie, on va parler d'essayer de rassurer le client, on va parler de convaincre le client à cet endroit-là quand il va être accaparé de peur avec une objection. Fait que c'est les comportements qu'on va avoir, on va faire des analogies, on va rassurer, on va essayer de convaincre les gens, on va essayer de créer de l'élan émotionnel. Ça, on le voit beaucoup. Donc, le client a une objection, puis là, qu'est-ce que le vendeur va faire là-dedans? Généralement, il va lui demander, il va revenir sur pourquoi est-ce
que c'est vraiment important pour toi? Pourquoi est-ce que tu voulais vraiment faire ça? Fait qu'il va essayer de ramener de l'émotion là-dedans pour noyer artificiellement la peur puis que le client passe à l'action avec ça. Et ça, c'est les pratiques qui sont enseignées en ce moment. Et c'est un problème fondamental. Ça, c'est ce qui limite en ce moment ta capacité à aider une personne qui est accaparée de peur à prendre une décision. Si tu utilises cette approche-là, c'est normal que malgré toutes les analogies, la rassurance que tu amènes, de convaincre les gens, de ramener l'émotion là-dedans, c'est normal que les gens passent quand même pas à l'action. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Ou quelqu'un qui passe à l'action, ben il y a un petit buyer's remorse, un remords après achat qui va arriver, qui va faire comme 24 heures plus tard ou 12 heures ou 15 minutes après, faire comme « ouais, non, finalement, je veux pas le faire ». Donc, l'objectif implicite d'habitude de cette approche-là traditionnelle par rapport aux objections de peur, c'est que l'objectif implicite dans la perspective des gens qui l'enseignent, c'est si on élimine la peur, si on enlève la peur, alors la personne va décider. C'est vraiment l'objectif implicite qu'on amène avec ça. Et la réalité, si vous me demandez, bien c'est vrai. Si on élimine la peur, si la peur n'est pas là, si la peur est noyée artificiellement, bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais être capable de me décider. Je vais être capable de prendre une décision, right? Mais là, c'est là où est-ce que j'arrive. En vrai, est-ce que cette décision-là que je vais prendre, c'est une décision optimale? Si la peur, c'est quelque chose de normal dans un spec où est-ce que je prends une décision importante pour moi, si je l'élimine, est-ce que c'est vraiment une décision optimale parce que j'élimine une émotion qui est censée être là, mais là, que là, je l'enlève pour prendre cette décision-là? Est-ce que c'est une décision optimale? La réponse, c'est non. La réalité, c'est que oui, on va apporter un individu à prendre une décision dans un scénario artificiel qui finalement n'est pas la réalité, puis la réalité finit par nous rattraper, puis c'est ça que je vais vous expliquer dans 2 secondes, mais essentiellement, on les amène dans un endroit où est-ce que oui, prennent une décision, mais ça coupe carré. On oublie le mot optimal ici. La décision n'est pas optimale, c'est juste une décision, puis c'est une décision d'achat qui était au profit généralement du vendeur. Donc lui, sa commission, puis il est bien heureux, puis il y a un nouveau client pour la business. Mais comme, je ne sais pas si vous me suivez, mais oui, ça amène les gens à prendre des décisions, mais ça coupe là. C'est pas des décisions optimales. Puis si vous écoutez ce podcast-là, si vous me suivez, si vous aimez ce que je fais un peu, j'imagine si vous m'écoutez, puis vous me consacrez du temps en ce moment à m'écouter, c'est parce que vous aimez cette approche-là, bien, fort à parier que vous voulez amener les gens à prendre des décisions optimales et non juste des décisions. Si toi, en ce moment, tu es comme, ben moi, mon but, c'est d'amener des gens à prendre des décisions, ben t'es pas sur le bon podcast, man. Il y en a d'autres pour ça, fort probablement, mais comme ici, c'est pas ça que je vais t'enseigner. C'est comment composer avec ça puis être capable d'amener des gens à prendre des décisions optimales malgré de la peur. OK? Donc, ça, c'est l'objectif implicite qui est fait normalement. C'est l'approche qu'on va utiliser pour faire ça. Et je vais vous expliquer les 2 problèmes généraux qui viennent avec ça, puis pourquoi est-ce que ça bloque pour vous quand vous avez ces approches-là en ce moment. Premièrement, je vais vous le dire comme ça, mais d'éliminer la peur complètement, c'est carrément, purement impossible. C'est juste impossible, OK? Tu peux pas éliminer la peur de quelqu'un sur un appel d'1 heure, c'est absolument impossible. Donc, des problèmes de peur X, Y, Z dans les 10 catégories de peur, qui sont la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de l'inadéquation, la peur de se tromper, peu importe c'est quoi le type de peur, il faut le comprendre, mais il y a un travail psychologique avec un professionnel de la psychologie qui va devoir se faire sur une longue période de temps pour être capable de mieux maîtriser ces aspects-là puis d'être capable de mieux composer avec. Fait que nous, à notre niveau, premièrement, d'éliminer la peur, il faut le comprendre, mais vous n'avez pas les compétences, j'ai pas les compétences non plus pour faire ça avec un client et c'est pas une approche qui va être possible. Fait qu'on peut pas l'éliminer. Mais maintenant, si on crée un scénario artificiel, émotionnel, dans lequel qu'on noie la peur, qu'on l'enterre l'instant d'un moment, qui est l'approche qui est proposée puis que les vendeurs vont essayer de prendre pour passer à travers ça, si on crée ce scénario-là fictif, ce qui arrive à certains degrés avec certains clients, il faut le comprendre, mais cette peur-là, on ne peut pas l'éliminer comme j'ai dit. Fait que c'est quoi qui va se passer si je l'enterre? Ben, elle va se déterrer naturellement. Cette peur-là va revenir tôt ou tard. Mais elle va revenir quand? Elle va revenir quand moi, je suis plus là comme vendeur, quand la décision est prise. Puis elle va revenir quand que l'appel est terminé. Puis c'est pour ça que le client revient 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 jours, 8 jours après, puis fait comme « Hey, finalement, je veux plus le faire, puis je veux me faire rembourser ». Le buyer's remorse vient d'un endroit où est-ce qu'un client ne prend pas une décision optimale. Puis dans le spec qu'on parle ici, c'est qu'on a éliminé un élément vraiment important qui aurait dû prendre sa décision avec cet élément-là, mais là, on a décidé de l'enterrer pour arriver à nos fins, à faire une vente. Puis essentiellement, le client, sa peur revient parce qu'on ne peut pas l'éliminer. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des Tony Robbins, puis 1 heure, on n'a vraiment pas assez le temps de le faire. Fait que ça, c'est un des problèmes que ça crée. Fait que si tu te demandais d'où est-ce qu'ils venaient tes buyer's remorse, puis pourquoi ça se passait quand tu es super bon à défaire des objections de peur, ça vient de cet endroit-là. La peur refait surface, tu l'as éliminée pendant l'instant d'un moment, puis elle fait juste sa job, le subconscient fait sa job, puis ça revient quand il retombe sur ses aises, que l'émotion redescend, puis que ça se recalibre un petit peu plus, parce qu'on le sait que l'émotion puis la rationnelle, c'est toujours des opposés. Fait que si l'émotion
l'émotion est super haute parce que là, je suis là, pourquoi c'est important, puis toutes ces petites choses-là avec des analogies où est-ce qu'on est dans un scénario fictif, puis là, je monte ton émotion là, puis je baisse ta rationnelle va baisser de l'autre côté également. Fait que si vous m'écoutez en Spotify, ben là, je t'apprête à jouer avec mes mains en ce moment pour rendre ça concret. Si vous m'écoutez sur YouTube, maintenant, vous le voyez. Puis de l'autre côté, ben, à un moment donné, ben, une décision optimale, ça doit se prendre dans un continuum où est-ce que l'émotion puis la rationnelle sont pas mal au même niveau. Évidemment, dans la rencontre de vente, ça va osciller comme ça de temps en temps. C'est normal, dépendamment du sujet de discussion puis la discussion qu'on va avoir. Mais ultimement, quand la décision se prend en fait, on devrait être là. Essentiellement, quand les vendeurs défont l'objection de peur puis travaillent l'objection de peur, le spec est comme ça. L'émotion est super haute, la rationnelle est super basse, puis là, c'est pour ça que la décision se prend. Mais après ça, quand ça revient dans un équilibre normal, ben c'est là où est-ce que finalement, le buyer's remorse va arriver, tout simplement. La peur refait surface parce qu'on n'a pas pu l'éliminer, puis c'est impossible de l'éliminer en 1 heure, tout simplement. Fait que ça, c'est un des problèmes. Fait que si tu n'aimes pas ça, les buyer's remorse, si tu te demandais d'où est-ce que ça venait, très souvent, ça vient de cet endroit-là. C'est pas une décision optimale, c'est une décision tout court. Puis l'optimal, ben, revient directement après. Puis si vous me demandez, ben moi, je préfère être présent quand la peur refait surface que quand je suis pas là, parce que ça amène des problèmes dans le line. Fait que ça vaudrait la peine qu'on apprenne à composer avec ça, puis qu'on amène amène les gens à prendre des décisions avec la peur pour éviter ce problème-là de buyer's remorse. Fait que ça, c'est un. Puis essentiellement, je vais juste vous le dire, mais comme c'est vraiment important ce que je suis prêt à vous dire là, parce que mon dernier buyer's remorse, je pense que ça remonte à peu près 4 ans. Je m'en rappelle même plus, mais ça revient à peu près à 4 ans. Fait que quand tu fais les bonnes choses de la bonne manière, ben les buyer's remorse, ça n'arrive pas. Puis essentiellement, il y a des membres d'Upsell, justement, ben je vais la citer parce que ça va être comique, mais Fanny, elle me dit « Hey PA, je viens de faire la recap de ma dernière année. Ça fait 1 an que je travaille avec Fanny. Fait qu'on a commencé son année puis on a fini son année pas mal ensemble. » Puis elle dit « C'est vraiment malade. » Elle dit « Sur toutes les ventes que j'ai faites, aucune a back-off. » Elle dit « C'est la première fois dans ma carrière. » Puis Fanny, ça fait longtemps qu'elle est dans les ventes, là, un bon 10 ans and up. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est là-dedans. Bien, Colin, c'est la première fois de sa vie que, Colin, les décisions qui sont prises bien, sont optimales puis les gens ne reviennent pas sur leurs décisions. Fait que, il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans de votre côté si vous voulez vraiment maîtriser cet aspect-là puis l'avoir de votre côté. La deuxième chose qui va venir, puis là, ça, c'est un petit peu plus deep, mais je vais le mettre vraiment simple pour que ça soit clair pour tout le monde, mais c'est que le fait de comment est-ce que c'est travailler les objections de peur à l'heure actuelle, hein, comme je vous disais, les analogies, rassurer, ramener l'émotion, convaincre les gens, donc toutes ces bonnes pratiques-là que les gens font. Le problème que ça l'envoie, c'est que ça l'envoie un message implicite au client. Puis c'est juste que tu le vois pas, mais là, tu vas le voir maintenant. Puis le message implicite que ça l'envoie au client, c'est vraiment simple, mais ça lui dit que la décision devrait être prise le moment qu'il n'y aura pas peur. Donc, la manière que c'est fait en ce moment, c'est qu'on y indique que tant qu'il va avoir peur, cette décision-là, il ne devrait pas la prendre, puis qu'une décision comme ça devrait se prendre en l'absence de peur. Donc, essentiellement, ce qu'on est après imaginer au client, imaginer, peu importe, ce qu'on est après dire au client, c'est que en fait, on lui donne une condition qui est littéralement impossible à atteindre en ce moment. C'est une décision qui est importante pour toi en ce moment. C'est une décision qui va venir avec de la peur. On va être obligé de dealer avec ça. Puis ce que je t'apprête à dire, dans l'approche que j'ai, où est-ce que j'essaie d'éliminer puis d'enlever la peur puis de faire comme si elle n'existait pas, je t'apprête à envoyer un message implicite qui te dit ben tu ne devrais pas avoir peur dans cette décision-là. Et ça, ben, c'est une condition qui est impossible à atteindre parce que la peur va toujours être là. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que quand vous êtes dans un état d'objection de peur, puis là, vous faites les pratiques que vous faites déjà en ce moment, bien, le problème avec ça, c'est là où est-ce que les clients résistent énormément. Ça crée énormément de résistance parce qu'ils ont une condition implicite à remplir qui est impossible à remplir. Fait que considérant que la peur est là et qu'on n'est pas capable de l'éliminer parce que je vous l'ai expliqué tantôt qu'on ne peut pas l'éliminer, c'est un signal d'alarme qui est biologique et normal qu'on ne peut pas le shut down, bien, essentiellement, le client, c'est pas dans son cerveau conscient. Il ne dit pas, bien, dans le fond, je vais devoir prendre cette décision-là, pas de peur. Non, tout ça, c'est une mécanique qui est subconsciente, mais c'est ça qui génère de la résistance. Puis tu as beau avoir les meilleures phrases de la planète, puis les meilleurs reframes, puis les meilleures analogies, le client n'avance quand même pas parce qu'il y a une condition impossible à remplir. Fait que, essentiellement, avec les approches, comment c'est fait à l'heure actuelle, il y a comme 2 scénarios qui vont arriver. Puis le premier scénario, c'est soit que le client va avoir un buyer's remorse après ça, ou le deuxième scénario, c'est que le client va être dans un endroit où est-ce que il ne peut pas remplir cette condition-là, donc il résiste puis il ne prend quand même pas sa décision au bout du compte. Mais on est ici pour aider des gens à prendre des décisions optimales. Aucun de ces 2 scénarios-là est bon et la bonne chose à faire, right? Parce qu'on ne l'amène pas à prendre une décision optimale. Si le client résiste parce qu'il n'est pas capable de remplir la condition, bien, il ramène la décision à être prise beaucoup plus tard ou peut-être même jamais. Est-ce que je l'ai aidé à prendre une décision optimale? Vraiment pas. Puis de l'autre côté, s'il embarque, qu'il a pris sa décision puis qu'il s'en va, est-ce que je l'ai aidé à prendre une décision optimale? Vraiment pas non plus. J'y ai fait perdre son temps et son énergie encore une fois, puis j'ai perdu mon temps et mon énergie. Fait que dans les 2 cas,
C'est pas des décisions optimales quand on a cette approche-là, puis c'est pour ça que ça bloque. Fait essentiellement, ce qu'on veut faire dans une objection de peur, peu importe la nature, mais c'est pas d'éliminer ou de noyer la peur, c'est pas ça. C'est tout simplement d'aider un client à prendre une décision optimale malgré un niveau de peur normal en fonction de ce qu'il vit en ce moment. C'est ça notre focus. Donc, je vais vous l'imager vraiment simplement, mais essentiellement, dans les décisions importantes pour un être humain, c'est que la peur va être dans le siège conducteur. Fait comme si on était dans une voiture. La peur est dans le siège conducteur. Donc, la peur va commander si on tourne à gauche ou si on tourne à droite, si on avance, si on recule, si on n'avance pas. La peur est après faire ça. Notre but, là, quand quelqu'un a de la peur dans une objection de vente, là, c'est vraiment simple. C'est pas d'éliminer la peur, là. Non, c'est de prendre la peur puis de l'enlever du siège conducteur et de la mettre seulement dans le siège passager. Donc là, c'est l'individu qui va prendre la bonne décision malgré un niveau de peur normal qui est dans le siège passager. Donc, il est là, je le file, je le sens, elle est là, c'est correct, mais c'est pas elle qui commande en ce moment. Je vais décider d'avancer, cette décision-là est bonne pour moi, malgré un niveau de peur qui est dans le siège passager. Donc, ce que vous voulez faire dans une objection de peur, c'est vraiment ça. C'est de switcher la peur qui commande à une peur qui commente en ce moment, qui est juste là après yapper comme le passenger princess de ma voiture. C'est juste ça qu'on veut faire en ce moment avec la peur. Et comme ça, vous allez être capable d'amener les gens à prendre des décisions optimales. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis ça vaut pour toutes les peurs. Peu importe les peurs, parce qu'aujourd'hui, on va focuser sur un type de peur. Je vais vous montrer comment les adresser, les aborder, puis travailler avec ça réellement avec les gens. Mais il faut juste comprendre, ce que je viens de vous expliquer là au niveau des peurs, c'est pour les 10 peurs tout le temps. C'est ça qu'on veut venir faire tout simplement avec eux autres. Puis oui, guys, c'est un petit peu plus difficile de faire ça avec les gens. C'est bien plus facile de leur faire un reframe que tu as appris par cœur avec une histoire que tu es après inventée puis qu'il n'y a même pas eu ton vrai ami dans cette histoire-là. C'est bien plus facile de faire des affaires comme ça, mais ça aide pas les gens puis on n'est pas dans des endroits où est-ce qu'on prend des décisions optimales. Puis surtout, ça vous coûte un paquet de ventes en ce moment que moi puis mon équipe, on aurait tout simplement avec la bonne discussion avec ces gens-là. Fait que, je veux dire, tu veux pas que je les pogne ces ventes-là, tu veux pas que mes collègues les pognent ces ventes-là, deviens donc bon dans ce spec-là de notre travail tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va focuser, puis là j'y arrive, on va focuser sur la peur de l'échec. Donc là en ce moment, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu es, mais tu sais moi je cartographie les domaines dans 3 grandes catégories. Donc on va avoir du done with you, du do it yourself, puis du done for you. Donc du done for you essentiellement, c'est un peu comme une agence marketing, par exemple. Donc, tu vas dans une agence marketing, tu es le client, tu n'as rien à faire, ils s'en viennent tout faire pour toi, littéralement, ils viennent te filmer, t'amener les scripts, le media buying, les ads, toute la patente, font tout pour toi. Donc, ça, c'est du done for you. Du do it yourself, ça serait essentiellement comme si j'avais, exemple, une formation à vendre, puis essentiellement, ben, tu peux tout la faire par toi-même. Il n'y a pas de coaching, il n'y a rien de tout ça, c'est toi, tu fais tes affaires à toi avec ce que tu as acheté. Fait que ça, c'est du do it yourself, tu le fais toi-même, il n'y a personne en l'air de toi. Là, ce que je vous parle, c'est le done with you. Où est-ce que le client, il y a une partie du travail à faire là-dedans? Exemple, chez Upsell. Chez Upsell, c'est du done with you. Il faut vous mettre ça clair. Fait qu'essentiellement, quand tu rentres chez Upsell, ben, tu as 50 du travail à faire, puis on a l'autre 50 Fait que nous autres, notre job, c'est de t'apporter la bonne information en fonction de ta situation, te coacher de la bonne manière, toutes ces bonnes petites pratiques-là. Ça, c'est notre partie à nous. Puis toi, l'autre partie, c'est d'appliquer toutes ces choses-là, puis de faire le travail que tu as à faire. Et quand tu fais ton 50 je fais mon 50 ben, on a 100 de résultats. Donc là, je te parle du done with you. Donc, ce qui est souvent la peur la plus fréquente quand tu es dans du done with you, c'est la peur de l'échec. Mais même si tu n'es pas dans du done with you en ce moment, c'est que toi, comme être humain, toi, comme vendeur, la peur de l'échec, tu vas le vivre vraiment, vraiment, vraiment souvent au long de ta carrière. Puis juste dans comment est-ce que je vais te décrire les gens qui sont accaparés de cette peur-là, comment les reconnaître en rencontre, ben tu vas te reconnaître toi-même là-dedans. Et donc, pourquoi est-ce que je te dis ça en ce moment? C'est que même si tu n'es pas dans du done with you, la manière que je vais t'expliquer comment est-ce qu'on travaille la peur de l'échec, ben tu peux absolument le prendre pour toi puis de le faire pour toi. Puis, don't get me wrong, guys, je vous dis ça de même parce que je fais exactement ça pour ma propre personne. Je fais ça pour moi parce que la peur de l'échec en bâtissant de business, puis en étant vendeur, puis manager, puis tout ça, ben je le vis à plein de degrés, plein de niveaux, constamment. C'est quelque chose qui va refaire souvent partie de ma vie. Donc, encore une fois, comme j'ai expliqué plus tôt, la peur, on ne peut pas l'éliminer, mais on peut vraiment mieux composer avec. Donc, la procédure, je vais vous expliquer là, vraiment simple, en 4 étapes très simples, mais ça va être bon pour le vendeur, toi qui m'écoutes, ou si tu es dans le domaine done with you, encore mieux, ça va être pour tes clients également. Puis, don't get me wrong, tu peux avoir de la peur d'échec quand même dans du do-it-yourself, du done-for-you, ça peut quand même arriver. Fait que tu vas juste être encore plus équipé pour ces moments-là. Fait que la peur de l'échec, juste
souvent, comment est-ce que les gens, en fait, le premier point de départ que j'ai avec les gens, c'est comme la question qu'ils me posent tout le temps, c'est comme, hey, c'est bien cool l'approche. Comment est-ce qu'on reconnaît ça dans une rencontre? Fait que là, je vais passer à travers les points les plus fréquents, que tu vas peut-être même te reconnaître toi là-dedans, parce que moi, je me reconnais énormément dans plusieurs points, mais tu vas être capable de les reconnaître sur ces pôles-là. Donc, vraiment important d'être capable de bien recevoir l'information, parce que c'est vraiment dans cette partie-là que tu vas être en mesure de le voir. Donc, comment est-ce que les gens verbalisent? Donc, si tu es présent, si tu es capable de bien recevoir l'information, tu vas l'entendre. Donc, le premier point que je vais te parler, qui est pas nécessairement, tu sais, c'est pas une question, puis en fait, c'est toutes pas des questions que tu vas poser, mais c'est des choses à observer dans tes rencontres. Mais un point que les gens qui ont la peur de l'échec vont être accaparés de, c'est premièrement des tendances perfectionnistes. Donc, le perfectionnisme est en arrière de beaucoup de choses. Le perfectionnisme est directement lié avec notre ego, puis justement, il y a la peur de l'échec qui va directement être en arrière de ça. Donc, n'importe qui est dans un endroit où est-ce qu'il veut faire les choses parfaitement, donc il cherche la perfection dans n'importe quoi de ce qu'il fait, bien, on le sait qu'il y a une peur d'échec qui est sous-jacente à ça. Évidemment, c'est pas toujours en passant quand il y a de la peur dans les rencontres puis que tu identifies ces signaux-là, c'est pas toujours de le prendre puis de l'adresser sur le champ. Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Puis, il faut le comprendre aussi, mais dépendamment à quel point que cette décision-là est importante pour le client, bien, ça se peut que même s'il y a un petit peu des signaux de peur de l'échec, c'est pas quelque chose qui va te fire back nécessairement à la fin de la rencontre, tout bonnement comme ça. Mais donc, beaucoup de choses que je vous dis là, c'est de prendre des notes dans votre rencontre parce que vous savez que si ça bloque, malgré la bonne discussion qu'on a eue à travers tout ça, ça bloque quand même dans l'ordre de 5 %, bien, vous allez savoir déjà d'où est-ce que ça vient puis comment le piloter. Puis il y a des choses que je vous ai enseignées là que clairement vous allez pouvoir le voir puis l'adresser sur le champ. Fait que des tendances perfectionnistes dans comment est-ce que les gens parlent avec vous, c'est un signal que vous allez être capable de voir qu'il y a une peur de l'échec sous-jacente. Fait que quand je dis ça, souvent ça fait sourire les gens dans les coachings parce que beaucoup de gens ont des tendances perfectionnistes. Puis des fois, ils ont des tendances perfectionnistes sur plein d'affaires. Tu sais, je vous donne un exemple, mais comme fait que les vendeurs savent très bien que le personal brand, c'est vraiment, vraiment important. Si tu ne savais pas, maintenant, tu le sais. Mais tu sais, dans le personal brand, il faut que tu postes, right? Fait qu'il faut que tu poses des textes, il faut que tu poses des réels, peu importe ce que tu veux poster. Mais souvent, les gens vont attendre vraiment longtemps à faire de leur post parce qu'ils veulent faire le post parfait. Ils veulent faire le réel parfait, le vidéo parfait. Puis tout ça, ben c'est qu'en arrière de ça, si on déconstruit puis qu'on va le lire un petit peu plus profondément, il y a une peur de l'échec qui est en arrière. Fait que des tendances perfectionnistes, c'est une des grandes choses que tu vas être capable de voir qui est un signal qu'il y a une peur de l'échec qui est sous-jacente en arrière de ça. Après ça, il y a toute la suranalyse des problèmes potentiels également dans n'importe quoi. Donc, quelqu'un qui voit juste les risques, c'est souvent quelqu'un qui a une peur de l'échec qui est sous-jacente derrière ça. Parce que dans la vie, il n'y a pas juste des risques aussi, il y a du positif dans n'importe quelle décision qu'on va prendre, mais quelqu'un qui voit juste les problèmes potentiels, qui voit juste les risques, donc ça, on est capable de le voir quand même assez facilement dans une rencontre de vente, bien, on sait qu'il y a souvent une peur de l'échec qui est sous-jacente derrière ça. Ce qui m'amène à un autre point, la pensée du scénario catastrophe. Donc, il y a des gens qui vont être très focusé sur le pire scénario possible qui peut arriver. Bien, ce qui est en arrière de quelqu'un qui réfléchit puis qui pense au pire scénario possible, c'est aussi une peur de l'échec qui est sous-jacente. Parce que, essentiellement, il faut le comprendre, mais je pourrais aussi focuser en ce moment sur le meilleur scénario possible. Pourtant, je focus sur le pire scénario possible en ce moment. Donc ça, c'est un signal qu'il y a une peur de l'échec qui est sous-jacente à ça. Toutes les questions qui sont du type « et si ». Donc, et si ça ne fonctionne pas pour moi? Et si ça prend plus de temps? Et si, et si, et si? Donc, ce type de questions-là, et si ça ne fonctionne pas, et si, whatever, bien, c'est tous des types de questions que lorsque tu entends ça, ou des fois c'est une question, des fois c'est des arguments, là, mais comme c'est toutes des choses que tu sais qu'il y a un signal de la peur d'échec derrière. Fait que ça, c'est une chose que tu es capable d'entendre concrètement dans tes rencontres. Puis sinon, je vais te dire aussi, comme tout ce qui est la réticence à s'engager. Je vais le dire comme ça, autant au niveau des délais arbitraires que des fourchettes d'objectifs. Donc, suis-moi en ce moment, ça va être vraiment important ce petit point-là. Donc, essentiellement, des délais arbitraires, ce que j'entends avec ça, c'est que tu as des délais logiques et tu as des délais arbitraires. Des délais logiques, mettons, pour la décision, ça serait, exemple, je sais pas, moi, je magasine, je sais pas, une agence marketing en ce moment, puis je leur dis que je vais commencer dans 3 semaines parce qu'en ce moment, ben, j'ai un contrat qui va finir dans 3 semaines, puis en plus de ça, je pars en vacances aussi entre les deux, fait que je pars une semaine en vacances dans le sud à Cancun. Bien, j'ai un délai arbitraire, j'ai pas un délai arbitraire en ce moment pour démarrer, j'ai un délai très logique, c'est très normal, puis ça n'a aucun rapport avec une peur de l'échec, ça, en ce moment. Mais le délai arbitraire, ça, c'est quelque chose que vous vivez vraiment souvent dans vos rencontres de vente. Fait qu'exemple, puis là, je vais vous le picture comme ça, mais disons que tu as la bonne discussion avec le client. Donc, c'est quelqu'un qui devrait acheter, qui peut acheter, mais qui n'achète pas. Donc, ce type de client-là, il a coché toutes tes cases, problème, impact, désir, statu quo, les qualifications, sa solution, processus décisionnel, qualification financière, état désiré, tout est là. Le client, il est prêt à passer à l'action basé sur la discussion que tu as. Puis il ne pense pas à l'action. Puis là, il dit, ben là, mettons, tu es au mois de mars, puis il dit, ben, tu sais, moi, je vais remettre ça au mois de mai, au mois de juin.
Délai arbitraire. Il n'y a aucun fondement derrière. Basé sur la discussion qu'on a eue, ça n'a aucun sens de repousser ça autant loin. Donc ça, c'est ce que j'entends par un délai arbitraire. Et ça, vous l'avez vraiment souvent dans vos rencontres si vous écoutez ce que les gens vous disent. Ils vous donnent des délais arbitraires qui n'ont aucun fondement derrière. Mais ça, ce qui est en arrière de ça, je te le dis tout de suite, puis tu peux l'aborder sur le champ, c'est une peur de l'échec. Il faut que tu ailles creuser puis comprendre cet aspect-là parce que là, tu as un énorme signal d'une peur de l'échec en arrière. Donc le délai arbitraire, peur de l'échec, c'est vraiment derrière. Puis sinon, les fourchettes d'objectifs, ça, on le voit vraiment souvent. Mais tu sais, exemple, je vais prendre le domaine du fitness, mais quelqu'un qui dit qu'il veut perdre entre 20 et 30 livres. Ça, c'est une fourchette d'objectifs qui t'indique une peur de l'échec derrière. Pourquoi? Parce que dans quel monde est-ce qu'un humain voudrait perdre 20 ou 30 livres quand tu as du poids à perdre? Tu veux perdre 30 livres quand tu as du poids à perdre? Si je dis, exemple, que moi, je veux faire entre 10 000 et 20 000 par mois, je veux faire 10 000 ou je veux faire 20 000? Clairement, je veux faire 20 000, mais pourquoi est-ce que je me donne un filet de sécurité en ce moment quand que je décris mes objectifs? Bien, quand vous allez creuser ça, un scénario qui peut potentiellement arriver, c'est que le client n'a aucune espèce d'idée des résultats qu'il peut avoir, fait qu'il te sort de quoi de même. Mais ça, c'est vraiment un cas qui est très peu fréquent. Ce qu'on va voir vraiment derrière quand tu te mets à creuser puis comprendre le filet de sécurité puis la fourchette d'objectifs, pourquoi est-ce que ça? C'est qu'il y a souvent une histoire en arrière de ça. Il y a plus à cette histoire-là. Puis comme le plus, bien, ça va être essentiellement, tu vas parler avec le client fitness, là, 20 ou 30 livres que je disais tantôt, bien, il va dire que, par exemple, dans le temps, il a déjà eu d'autres coachs, il a déjà perdu un 20 livres, mais il n'a jamais été capable de le stabiliser. Il n'a jamais été capable de perdre 20 livres puis de garder la perte de 20 livres. Il a toujours repris le poids après. Mais là, la peur de l'échec est là. Puis là, je vous apporte la perspective, mais comme on s'entend, ça va vous fire back à la fin. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bâtir ta présentation sur y montrer comment il va perdre entre 20 et 30 livres avec votre accompagnement, mais c'est littéralement quelque chose qu'il a déjà fait ça dans le passé. Son problème, il n'est pas là. Son problème, il est sur le fait de le stabiliser dans le temps. Fait que là, tu ne lui présenteras pas la bonne affaire. Ce que tu dois y présenter dans cet écosystème-là, c'est vraiment simple, mais c'est comment est-ce qu'on va stabiliser tes résultats, ce que tu n'as jamais été capable de faire. Parce que clairement, en ce moment, tu as la capacité, tu es capable de perdre 20 livres, si tu es capable de perdre 20 livres, tu es capable de perdre 30 livres, tu es capable de perdre 40 livres, tu es capable de perdre 50 livres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de le garder dans le temps, right? Mais en arrêt de ça, il y a une peur de l'échec. Donc, les gens vont se donner une fourchette d'objectifs pour simplement, comme pas être déçus. Donc, si je n'atteins pas le 30 livres, au moins, je vais avoir perdu 20 livres. Si je n'atteins pas le 20 000, au moins, je vais avoir fait 10 000. Donc, ils se donnent une fourchette d'objectifs, un filet de sécurité comme ça, puis ça, il y a une grosse peur qui est sous-jacente derrière, puis c'est la peur de l'échec. Pourquoi est-ce que je me donne ça? C'est parce que j'ai peur de l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec, comment est-ce que c'est traduit dans la définition des gens, quand vous allez les questionner là-dessus, parce que je vais vous montrer l'approche qu'on a avec eux autres, mais quand vous allez les questionner sur la peur de l'échec, vous allez comprendre leur définition de l'échec. Puis la définition de l'échec, pour pas mal tous les êtres humains qui ont la peur de l'échec, moi le premier, puis c'est vraiment facile comment je me reframe avec ça à cause de ça, mais comme c'est super simple, c'est parce qu'on se donne un objectif X dans un temps donné X. Donc, je veux perdre 30 livres en 3 mois. Je veux perdre 30 livres en 6 mois. Je veux faire 100 000 avec ma business par mois dans 6 mois. Whatever. On se donne toujours un objectif avec un délai et ça va amener de la peur de l'échec. Pas de la peur de l'échec, ça va amener, c'est notre définition de l'échec. Parce que si on n'atteint pas le 30 livres en dedans de 6 mois, on est échoué. Si on n'atteint pas le 100 000 avec la business dans 6 mois, on est échoué. Mais rien de tout ça est une définition de l'échec en ce moment. Rien de tout ça c'est une réflexion erronée de l'échec réellement. L'échec a 2 pôles, tout simplement. Puis là, tout ça va faire du sens que je vais vous montrer comment le défaire après, comment l'aborder. En fait, pas le défaire, mais l'aborder. Mais essentiellement, la peur de l'échec, pourquoi est-ce que je dis que ça, c'est pas un échec, mais c'est comme ça qu'on le conceptualise comme être humain? C'est vraiment simple. C'est qu'un échec, l'échec, elle a 2 seuls formats. Tout le temps 2 seuls formats. C'est essentiellement de ne pas commencer à faire quelque chose. Fait que ça, tu es 100% garanti de l'échec parce que tu n'atteindras rien de nouveau. Fait que ça, c'est une chose qui te garantit l'échec. Puis sinon, c'est de commencer puis d'arrêter. Même chose, tu vas avoir encore l'échec. Mais comme c'est les seules définitions de l'échec. Donc, quand les gens se donnent un délai X dans un time frame X, s'ils ne l'atteignent pas, c'est pas ça, un échec tout simplement. Et quand vous allez questionner les gens sur une définition de l'échec, vous allez vous rendre compte du phénomène que je vous parle là. Donc, il va falloir recadrer cet aspect-là, mais gardez ça en tête. L'échec, elle a juste deux définitions claires. C'est de ne pas commencer ou de commencer puis arrêter. Je vais donner un exemple vraiment simple, mais comme, disons que moi, je fais des études scientifiques. Je les lis, là, je ne suis pas rendu en enfer, mais comme, mettons que je fais une étude scientifique sur un sujet en particulier. Bien, le scientifique qui fait une étude scientifique sur un sujet en particulier, il teste quelque chose pour avoir un résultat X. Ça se peut-tu que quand il arrive au résultat X, il n'y ait absolument pas ce qu'il s'attendait à avoir tout simplement, ou est-ce que sa perspective, son hypothèse l'amenait? Bien oui, ça se peut. La réalité, est-ce que ça l'empêche,
le scientifique de refaire une autre étude qui va approfondir les résultats qu'ils ont eus puis d'aller plus profondément puis comprendre mieux, ben non, ça va pas l'arrêter. Donc, mon point, c'est ça en ce moment. Si le scientifique, là, il fait une étude puis basé sur les résultats, il arrête puis il se dit, ben ça, c'est un échec, ça n'a pas donné les résultats escomptés, ben il n'y aurait juste pas d'évolution, tout simplement, au point de vue scientifique, il n'y en aurait pas. Donc, la notion d'échec, ben c'est pas ça. Ça serait qu'il commence puis qu'il arrête à ce moment-là. Ça, c'est un échec assuré parce qu'on n'a jamais eu l'outcome à la fin. Mais s'il commence puis il continue, puis il continue, puis il continue, puis il vit des embûches, bien, c'est pas un échec. Justement, tu es prêt à apprendre, puis tu es prêt à gagner, puis tu vas connaître le succès éventuellement, that's for sure. On sait juste pas quand encore, mais comme ça va arriver, right? Donc, mon point en ce moment, c'est qu'il faut le comprendre, mais tout ce qui se passe entre commencer puis arriver au résultat donné, c'est simplement du data, c'est des données, c'est tout ce que c'est un apprentissage, l'échec. Donc, c'est pas parce que tu commences quelque chose puis tu n'arrives pas dans un endroit X où est-ce que tu l'atteins dans tant de temps à tel résultat que tu as un échec. Non, c'est des données. Si je ne suis pas rendu à ce point-là en ce moment, bien, c'est correct. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas rendu à ce point-là? Bien, là, j'ai un paquet de données, j'ai un paquet de notions qui vont m'aider à tout simplement optimiser la prochaine partie de cette histoire-là en ce moment. Donc là, je vous apporte les perspectives parce que ça va être vraiment important que vous compreniez bien la notion de l'échec. C'est quoi réellement un échec? Puis réellement, c'est quoi les perspectives? Un échec, excusez-moi, pas un échec, mais essentiellement de commencer quelque chose, c'est juste de collecter du data, c'est de collecter des données qui vont nous permettre d'aller chercher le succès que tu vas aller chercher, peu importe c'est quoi. Donc maintenant, tout ça pour vous dire en ce moment, comment est-ce qu'on travaille avec la peur d'échec? 4 étapes vraiment, vraiment, vraiment simples. La première étape, c'est de comprendre leur définition de l'échec, comme je vous expliquais tantôt. Hein? Concept de base enfante, first seek to understand, then be understood. Quand tu regardes comment est-ce que les gens abordent la peur, il n'y a pas de first seek to understand, c'est be understood right away. Comme on n'est pas là-dedans, on commence à comprendre leur perspective tout simplement par rapport à l'échec. Donc, quand tu parles d'échouer, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Donc là, on va aller comprendre leur perspective, puis vous allez remarquer le spectre d'atteindre quelque chose dans un certain délai X. Vous allez vraiment vous en rendre compte, ça arrive vraiment tout le temps. Fait que, étape 1, comprendre sa définition de l'échec, pas plus compliqué que ça. Deuxième étape, ça va être tout simplement de jouer sur la probabilité. Parce qu'une peur, à la base, c'est irrationnel. Okay? C'est un signal d'alarme qui est irrationnel, qui nous envoie « Hey, il y a quelque chose d'important qui se passe ici ». Mais c'est irrationnel. On veut rendre ça rationnel. Ce qui va permettre aux gens de passer à travers leur peur puis de prendre des décisions optimales, c'est de rationaliser ça puis de ne pas rester dans l'irrationnel de la chose. Donc, comment est-ce qu'on vient jouer sur la rationnelle dans une objection de peur de l'échec? C'est vraiment simple. Ce que vous allez aller regarder avec les clients, c'est très simple. Vous allez, premièrement, regardez, justement, là, si le pire scénario absolu, celui que tu imagines, il se produit, tu n'obtiens aucun résultat, tu as mis tout ton argent, ton temps et ton énergie là-dedans, là, tu perds tout en ce moment, OK? Là, comme ça n'a vraiment pas bien été. C'est quoi la probabilité que ce scénario-là extrême arrive réellement? Donc là, on va aller chercher une probabilité en pourcentage. T'sais. Fait que là, c'est super simple. Là, on rend quelque chose d'irrationnel à rationnel. Ben là, la réalité, c'est que le pire scénario, aucun résultat, que ma vie c'est une catastrophe puis est fichue à cause que j'ai fait ça, ben là, c'est peut-être dans l'ordre de 3-5 à peu près. Vous allez voir, les gens vont vous le verbaliser comme ça parce que c'est pas des épais, c'est pas des caps, c'est des humains comme vous et moi qui sont capables d'arriver à terme avec ces réflexions-là. Ils vont pas faire comme, ben moi, dans mon optique, c'est 80 de chance. Ben là, Caroline, c'est 80 de chance, je suis le premier à te dire, fais pas ça, là. Fait comme, on s'entend, le pire scénario possible, le scénario catastrophe, il y a peu de chances d'arriver, statistiquement parlant. Puis c'est là qu'on l'amène de l'autre côté aussi. On n'est pas des typiques vendeurs. On ne représente pas juste le pour puis le contre. On représente au complet l'équation. Fait qu'on va aller voir, OK, puis de l'autre côté, c'est quoi le meilleur scénario possible? C'est quoi les probabilités qui arrivent? Là? Le scénario dans lequel que tu rentres ici, tu deviens le meilleur étudiant, celui qui a les meilleurs résultats ever qu'on n'a jamais vu. Comme, c'est quoi les chances que ce scénario-là parfait arrive? Même chose. 3-5 ça peut arriver, mais les odds ne sont pas notre bar, right? Et donc là, ça ramène le client sur, il y a 90 de autre chose maintenant. On a éliminé les deux choses, on les a rationalisées. OK, ça n'arrivera pas autant un que l'autre. Là, il se passe quoi dans le 90 en ce moment? Donc maintenant, entre ces deux extrêmes-là, c'est quoi qui est le plus probable d'arriver? Si tu dis oui à ça en ce moment, je veux dire, est-ce que tes chances d'améliorer tes compétences de vente puis tes résultats de vente, tu les sens qui sont plus élevés? Tu sens que tu as plus de chances, si tu es ici, d'avoir des meilleurs résultats? Ou justement, si tu es ici, tu sens que tu as des bonnes chances d'avoir des moins bons résultats? Donc, on vient rationaliser cette partie-là parce que
La certitude n'existe pas. Les gens qui sont dans la peur de l'échec cherchent un aspect de certitude derrière ça, un 100%. Ils veulent 100% de certitude, mais le 100% n'existe pas, puis c'est pour ça qu'on vient le rationaliser avec des pourcentages. Fait que là, c'est comme, ben écoute, moi, je pense qu'en ce moment, c'est sûr qu'à rentrer chez Upsell, comme clairement, je vais être dans une meilleure position pour avoir des meilleures ventes puis plus de ventes en ce moment que le contraire. Mais là, je vous le dis tout de suite, guys, it doesn't get any better than this pour prendre cette décision-là. Parce qu'on prend des décisions basées sur des probabilités et non de la certitude. Des probabilités d'être dans un meilleur environnement pour avoir des meilleurs résultats ou on est dans un environnement qui est pire pour nous. Comment est-ce que tu feels par rapport à ça? Parce qu'on a déjà éliminé les deux pôles du scénario catastrophe. Fait on vient jouer avec la probabilité dans le deuxième scénario, on vient regarder le pire, le meilleur scénario, puis qu'est-ce qui se trouve entre les deux, puis c'est comme, si tu es ici, as-tu plus de chances d'avoir des meilleurs résultats ou moins de chances d'avoir des meilleurs résultats basés sur la discussion qu'on a, ce que tu as vu, ce que tu as compris de ce qu'on fait ici. Aussi simple que ça. Fait qu'on vient jouer sur la probabilité en deuxième étape. Troisième étape, on vient redéfinir l'échec. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de la définition de l'échec puis qu'est-ce que c'était pour la majorité des gens. On a compris aussi leur perspective de c'est quoi échouer. Maintenant, est-ce qu'on veut apporter la perspective? C'est très simple, mais c'est justement, puis là, vous allez le faire dans vos mots, mais la perspective qu'on veut toujours apporter, c'est très simple. Il y a deux notions à l'échec. C'est de ne pas commencer. Ça te garantit à 100% de ne pas atteindre ton objectif. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que tu ne t'amélioreras pas en vente si en ce moment, tu n'entres pas dans un coaching de vente basé sur la discussion qu'on a en ce moment, où est-ce que tu es rendu. Puis d'autre côté, la deuxième chose à ça, c'est si tu commences puis t'arrêtes. C'est l'autre partie. Fait comme en ce moment, est-ce que de commencer puis arrêter, tu es ce genre de personne-là? Est-ce que tu es le genre de personne qui n'amène pas, les projets du point A au point B? Parce que si c'est ça, c'est la discussion qu'il faut qu'on aille en ce moment. Si tu sais puis tu sens que tu es cette personne-là, bien, il faut qu'on aille ça parce que il faut vraiment le dealer, right? Fait qu'on vient redéfinir l'échec avec ces deux pôles-là, puis on vient expliquer qu'entre les deux, là, ben c'est tout simplement de la donnée, c'est du data qui va nous permettre d'avancer puis d'arriver à l'objectif X dans un spectre de temps X, que ça, on ne peut pas savoir quand ça va arriver. Si tu n'arrêtes pas, le succès va t'arriver, c'est sûr et certain, on sait juste pas quand encore, tout simplement. Fait qu'on vient redéfinir l'échec en troisième temps, donc avoir une meilleure perspective, une meilleure compréhension de ce que c'est, parce qu'au début, il y en avait une erronée, là, on apporte la meilleure perspective par rapport à ça. Et finalement, on clore avec l'identité qui est extrêmement puissant. Puis c'est ce qu'on veut venir faire ici tout le temps dans une peur de l'échec, mais clore avec l'identité. Vous vous rappelez comment au début, je vous disais qu'on ne veut pas éliminer la peur, mais on veut apprendre aux gens à travailler avec la peur puis d'avancer avec un niveau de peur normal parce que ça va toujours être ça, que tu prennes la décision dans un mois, que tu prennes la décision maintenant. Tu vas toujours devoir avancer avec un certain feeling de peur en dedans de toi. Bien, c'est ça qu'on vient faire ici. Donc, on vient clore avec cette identité-là. Donc, on va lui demander tout simplement à partir de là, un coup qu'on a fait ces trois petites étapes-là avant, on va lui demander tout simplement, est-ce que tu es le type de personne justement à être capable de prendre une décision optimale tout en ayant justement un niveau de peur qui est normal pour cette décision-là? Parce que ça ne pourra jamais être différent pour ce type de décision-là pour toi. Est-ce que tu es capable d'être cette personne-là? Donc, vous voyez comment que cette question-là est un peu différente de ce qu'on nous apprend à faire dans les objections d'habitude de peur. Pourquoi est-ce que c'est vraiment puissant? Bien, c'est très simple. C'est parce qu'on vient ancrer la décision dans du courage et non dans l'absence de peur comme c'est traditionnellement enseigné. Donc, on vient ancrer la décision dans le courage. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si vous comprenez la définition du courage, avoir du courage, un humain qui a vraiment ça dans lui, qui est un humain courageux, c'est pas quelqu'un qui a pas peur. C'est quelqu'un qui est capable d'avancer puis de faire les bonnes choses puis de prendre les bonnes décisions malgré qu'il a peur. Donc, c'est ça, avoir du courage. T'es pas courageux quand t'as pas peur. T'es courageux quand t'as peur. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'expliquais dans le coaching chez Upsell. J'ai fait 10 ans comme pompier à Montréal. Puis, tu sais, une chose qu'on entend vraiment souvent, c'est « Ah, vous autres, les pompiers, vous êtes courageux, vous rentrez dans un building en courant quand que tout le monde sort en courant, tu sais. » Puis la réalité derrière, c'est qu'on n'est pas courageux à cause de ça, mais vraiment pas. En fait, on n'a pas peur quand on rentre dans un bâtiment à feu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur? Parce qu'on est compétent, on comprend la structure du bâtiment, la mécanique du bâtiment, comment est-ce qu'un feu se propage dans un bâtiment comme ça. On comprend les risques, on est capable de cartographier juste de l'extérieur d'un bâtiment comment est-ce que les pièces sont faites à l'intérieur. On sait toutes ces choses-là, c'est les notions qu'on a. On a un gros travail d'analyse qui est fait dans notre formation puis qu'on garde en formation continue. Fait que quand on rentre dans un bâtiment en feu, on est tellement conscient, on est tellement bon puis compétent dans ce qu'on fait, mais on n'a pas peur. J'ai pas un sentiment de peur quand que je rentre au feu. Je suis pas courageux parce que je vais au feu. Non, je suis juste vraiment compétent. Fait que mon point en ce moment, ça serait le contraire. S'il y a un feu qui brûle puis j'ai aucune idée comme le citoyen moyen de ce qui est après se passer, clairement que toi, dans ta définition, c'est que je suis courageux parce que toi, tu as peur d'aller là. Oui, mais tu comprends pas. C'est juste une question de compréhension. Puis essentiellement, on a peur des choses qu'on comprend pas dans la vie aussi. Tu sais, ma blonde a peur des insectes. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais des clubs d'insectes. J'ai pas peur des insectes. Je connais les insectes comme sur le bout de mes doigts.
je les prends, je les manipule, il n'y a pas de stress. Mais comme elle a peur elle va avoir peur d'une chenille, là, tu sais, carrément. Là. Fait que, mais c'est juste quelque chose qu'elle comprend pas. Puis essentiellement, c'est la même chose. Pourquoi que les enfants ont peur du noir? Parce que quand tu es jeune, tu ne comprends pas le noir, qu'est-ce que c'est, tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc, c'est pour ça que tu as peur du noir. Puis c'est pour ça qu'à l'âge adulte, ben, à un moment donné, tu te promènes dans ta maison, dans le noir, puis tu n'as vraiment pas peur. C'est parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de danger dans le noir. On comprend qu'il n'y a rien. Là. La maison est barrée, il n'y a pas de stress ici. Là, t'sais. Sauf que quand on est jeune, on n'a pas cette notion-là. Fait que l'humain a peur des choses qu'il ne comprend pas. Mais mon point en ce moment, c'est pas ça, là, je divague un petit peu. Mon point en ce moment, c'est vraiment simple, mais c'est la décision, quand on vient clore avec l'identité, qu'on leur demande si tu es le genre de personne qui est capable d'avancer, à prendre une décision optimale malgré un niveau de peur normal, quand on rentre là-dedans, c'est qu'on entre la décision dans le courage et non dans l'absence de peur comme c'est traditionnellement enseigné. Puis le point avec ça, puis pourquoi est-ce que c'est autant puissant, je vais juste vous le dire, mais c'est parce que tous les êtres humains, vous et moi, on est capable de relate à cette question-là psychologiquement. C'est vraiment simple le concept derrière, mais c'est parce que vous, moi, on a tous fait preuve de courage à plusieurs moments dans notre vie, enfant comme adulte. Je vais vous donner un exemple vraiment simple. C'est pour ça que les gens relate avec cette question d'identité-là, parce qu'ils sont comme, ben oui, je suis cette personne-là. Oui, je suis capable d'avancer malgré un niveau de peur normal. Je donne un exemple vraiment simple. Quand je prenais des cours de plongeon quand j'étais jeune à la piscine municipale, bien, Colin, quand j'étais sur le plongeoir de 1 mètre, là, il n'y avait pas de problème. Je faisais mes petits flips, mes petits plongeons, puis let's go, ça y allait. Puis à un moment donné, il a fallu passer à la grosse affaire, la grosse patente, puis ça, c'était le 3 mètres. Mais quand je suis arrivé au 3 mètres, là, on s'entend-tu que Colin, j'avais peur de le faire, j'avais peur de pogner un flat, j'avais peur de whatever, j'avais peur de me manquer, tu sais. Mais comme, j'ai quand même avancé, je l'ai quand même fait, puis j'ai quand même fait mes plongeons, puis à un moment donné, ben, je suis devenu bon sur le plongeon de 3 mètres. Mais mon point, c'est ça en ce moment. Vous comprenez, comme, même à mon enfance, j'ai fait preuve de courage, puis j'étais capable de prendre une décision, puis d'avancer dans une décision avec un niveau normal de peur. Je vais devoir apprendre à flipper sur le 3 mètres de toute manière, je vais devoir passer cette barrière-là, puis je l'ai faite malgré que j'avais peur. Quand j'étais rendu la première fois sur le 3 mètres, puis la deuxième, puis la troisième fois, j'avais pas peur. Non, j'avais peur, mais j'étais capable de le faire quand même. Donc ça, c'est un exemple vraiment simpliste, puis c'est pour ça que je l'ai amené à l'enfance, parce que vous comprenez, après ça, dans votre vie adulte, vous avez un paquet de scénarios comme ça, que l'humain va être capable de relate à ça, mais c'est pour ça que cette question-là est autant puissante quand on arrive là, puis c'est pour ça que c'est ça que vous voulez faire. Parce qu'ultimement, notre travail, c'est de le faire avancer avec un niveau de peur normal, qui soit capable de prendre des décisions normales avec cette peur-là, mais comme on veut le faire avancer avec ça, puis tout le monde va être capable de relate à ça parce qu'ils sont ces personnes-là. Et essentiellement, si vous adressez la peur de l'échec comme ça, vous allez être capable d'amener des gens qui sont capables de prendre une décision aujourd'hui, ici et maintenant, malgré un niveau de peur normal, sans avoir de la résistance dans la rencontre, puis sans avoir un buyer's remorse après, parce qu'ils vont avoir pris une décision optimale. On va avoir été capable de rationaliser ça, y expliquer un peu plus c'est quoi, il va le comprendre un peu mieux, puis il va être juste dans un endroit où est-ce qu'il va être capable d'avancer avec ça parce qu'il comprend que c'est juste normal. Fait que, comme je vous disais, les objections de peur, la dernière chose qu'on veut faire, c'est vouloir les éliminer, les noyer. Puis ce qu'on veut faire, c'est une approche qui est beaucoup plus similaire à ce que je viens d'expliquer là. Comme, après ça, prenez-les comme vous voulez, puis faites-le comme vous voulez, mais c'est une approche beaucoup plus similaire à ça.